Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode d'un format qu'on apprécie faire de temps en temps, notre format que j'ai envie de qualifier de roleplay, celui de la reconstruction, en tout cas de la suite à donner à un projet d'une équipe en NBA. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à la capitale, à Washington DC, aux Wizards, mais avant de vous donner les détails du podcast du jour, on va vous le rappeler également, que vous connaissiez ou que vous soyez infidèle, c'est le moment de l'accueil pour commencer mes deux camarades du jour. Tout d'abord, celui pour qui, c'est le matin, alors qu'on enregistre à minuit heure française. C'est Ben. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, Adrien. Je pense que j'ai fait le tour du cadran. Maintenant, en pratiquement 7 ans, j'ai dû enregistrer à chaque seconde des 24 heures d'une journée un podcast, je pense, où je dois être pas long. Donc on va voir s'il vaut mieux être au réveil ou un peu plus tard dans la journée, parce que pour le troisième membre du jour, c'est minuit, même s'il a un magnifique setup aujourd'hui avec nous, donc l'heure importe peu. Comment ça va, Constant? Ça va bien, c'est mon premier podcast, la reconstruction. Attends, pour une franchise en plus très excitante. Non, mais pour le setup, on a juste surélevé un peu l'ordinateur, ça donne un effet plongé, pas piquer des hannetons, voilà, c'est la technique. N'achetez pas des appareils photo à 1500 €, surélevez votre ordinateur, vous allez obtenir le même résultat. Voilà pour les petits détails techniques, les petits conseils techniques de Constant. En ce qui concerne le rappel du format, du coup, Ben, je te laisse rappeler ce qu'on va faire aujourd'hui. Et exactement. Alors c'est un format pour ceux qui nous écoutent depuis pas mal de temps. Vous êtes au courant. C'est, comme tu l'as dit, c'est à la frontière entre l'analyse et le jeu de rôle roleplay, Adrien. C'est-à-dire qu'on va prendre les rênes d'une franchise, on va se mettre dans le costume des dirigeants actuels, ou parfois on peut en interpréter d'autres, et on va se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un format qui nous permet parfois d'être entre guillemets plus réaliste, parce que parfois c'est facile de balancer des idées de trade, etc. Mais quand tu revêtis le costume des dirigeants, parfois tu te rends compte que telle ou telle décision, elle est assez difficile à prendre. Donc c'est un format qu'on apprécie, on espère que vous l'appréciez aussi. Et je suis en train de me dire qu'on le fait quand même très souvent pour l'Est, hein, parce qu'on a à notre actif, on a les Cavs, on a les Knicks, entre autres. Donc ça bascule pas mal à l'Est. Des équipes qui vont mieux. Des équipes qui vont mieux. Peut-être que, surtout les Cavs d'ailleurs, mais peut-être que ça, faire le podcast, tu vois, ça veut dire renouveau pour les Wizards. On leur souhaite effectivement, comme tu l'as dit, on va parler des Wizards. On va voir, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. On va reparler après la pause. Tout d'abord, bien sûr, le rappel traditionnel, c'est-à-dire que vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les applis de podcast, sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement, et également sur YouTube pour voir du coup le nouveau setup de Constant. Et donc, on marque notre pause et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Alors, comme on le disait en introduction, comme Ben l'a bien rappelé, aujourd'hui, c'est l'épisode jeu de rôle, l'épisode où on va s'attaquer aux Washington Wizards, où on va mettre les costumes de propriétaires, de general manager, de coach des Washington Wizards. Alors, on a décidé tous les trois, messieurs, juste avant le podcast, on a décidé entre nous, après réflexion sur l'état des lieux, que peut-être qu'on allait revêtir des costumes un peu différents de ceux actuels, puisque la situation du côté des Wizards est assez particulière. Je vous propose de justement la définir, cette situation. On est à peu près un peu avant la mi-saison et on est sur donc des Wizards qui sont 11e à l'Est, donc pas tout à fait dans la course au play-in, pas très très loin, mais déjà avec un peu de retard, avec un Bradley Beal qui vient d'être prolongé, avec quelques rumeurs ici et là de trade, mais manifestement on serait dans un espèce de statu quo. Ben, tout d'abord, j'ai envie de poser la première question. Comment on qualifie l'état des lieux des Wizards? Est-ce qu'on sait où on va? Quelle est la direction? On sait pas trop où on va, et paradoxalement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Commençons par l'improbable, parce que ils entament, les Wizards, 18 mois où ils peuvent définir justement cette direction. C'est-à-dire que si on regarde la saison 2024-2025, donc dans une saison et demie, sous contrat, on a seulement Bradley Beal et Daniel Gafford si on accepte toutes les options pour les contrats rookies. Donc, certes, le contrat de Bradley Beal, on va y revenir, est massif. Et le fait est que le contrat qui lui a été donné, justement, lui permet d'avoir un droit de regard, sachant qu'il a cette no trade clause. Mais tu as la possibilité tu auras des choix sur des joueurs importants de ton effectif à faire. Donc, de ce côté-là, c'est assez positif. De l'autre, et je pense que Constant pourra l'expliquer mieux que moi, parce que je sens on en a déjà un peu parlé avant, il y a cette sensation qu'il n'y a pas de direction actuelle dans l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs, notamment Kyle Kuzma, qui a exprimé son intention de pas activer son option joueur. Donc c'est
un des joueurs importants de l'effectif qui va être free agent cet été. Il y a il y a les décisions autour de Porzingis. Donc, il y a beaucoup de décisions à prendre à court terme. Et du coup, c'est le bon moment, je pense, pour faire cet épisode parce que c'est le moment où on va indiquer le cap pour cette franchise. Constant, même question, même constat. Ouais, pour moi, les Wizards, ils sont à la croisée des chemins, dans le sens où là, effectivement, t'as un moment pivot, pas dans l'histoire de ta franchise, mais en tout cas dans le cycle de ta franchise comparé à ce qu'il y a eu ces précédentes années. Soit tu peux décider de t'entêter dans un système qui va, soyons raisonnables, t'emmener au maximum au premier tour des playoffs, même si tu regardes à 18 mois. Soit tu peux choisir l'autre chemin qui n'a pas été choisi par les Wizards depuis minimum 10 ans et la draft de John Wall, dans un processus de reconstruction complet. Justement, tu as cette masse salariale et tu as tous ces contrats expirants qui, pour moi, peuvent potentiellement te permettre de repartir sur une nouvelle base, même s'il y a un certain joueur qui s'appelle Bradley Beal qui, quand même, te réduit pas mal ton champ des possibles, notamment à cause de cette fameuse no-trade clause. Mais bon, là, tu t'es mis dans la mouise tout seul en lui donnant cette no-trade clause. Oui, effectivement, Washington, c'est une équipe avec Toronto, et peut-être avec d'autres équipes qui se retrouvent vraiment à la croisée des chemins avec beaucoup de décisions à prendre sur le court terme au niveau de ses joueurs. Et c'est une franchise qui, j'ai envie de dire, si on est positif, peut tout faire. Si on boit le verre à moitié plein, est quand même dans une situation assez complexe et bloqué sur pas mal de points. Une situation qui semble bloquée, ouais, voilà, vous l'avez bien dit tous les deux. Et même chose du côté du coup des instances dirigeantes, des rôles qu'on va prendre maintenant. On a décidé collectivement que ça allait être compliqué d'être à la fois Wes Unseld, Tommy Shepard pour le GM, je donne les noms comme je les ai sous les yeux, Ted Leonsis pour le propriétaire, qui avait notamment dit d'ailleurs que les Wizards en 2019 ne feraient jamais de tanking. Du coup, on a décidé de faire un nettoyage, de reprendre la franchise. On va prendre le relais tous les trois. Je vais prendre le costume du propriétaire, le GM ce sera Ben, le coach ce sera toi Constant. Alors évidemment, on va rester dans quelque chose de raisonnable, comme on le disait en introduction. On va essayer d'être au plus proche de ce qui pourrait se faire, mais avec peut-être nos visions à chacun, pouvoir chacun débattre entre nous. Donc hop, prise de costume. Je suis propriétaire des Wizards, messieurs. On a fait un rapide constat. Effectivement, j'ai le même. On ne sait pas trop où on va. On manque de direction. Donc, les premières choses à faire, c'est refaire un cas par cas. Je veux qu'on passe au peigne fin l'effectif, nos situations financières, la situation également de notre équipe dans l'écosystème NBA, puisqu'on est quand même une équipe qui attire peu de monde à la salle. C'est assez décevant. On est en 30e en pourcentage de remplissage de la salle. Moi, ça me va pas du tout. Alors, le cas numéro 1, il faut commencer par le commencement. Il s'appelle Bradley Beal. On vient de le prolonger à un certain montant avec une no-trade clause. Effectivement, on hérite de ce contrat-là, monsieur le GM Ben. Qu'est-ce qu'on fait autour de Bradley Beal? Est-ce que c'est vraiment la pièce centrale de notre nouveau projet? Alors, dans un monde parfait, cher propriétaire Adrien, oui, il faudrait le trader. Ça, c'est dans un monde parfait. Cependant, on hérite d'un contrat qui a deux problèmes. D'abord, il est massif. Les Wizards ont donné un contrat de joueur top 10 NBA à un joueur qui, dans ses bonnes années, réussit péniblement à entrer dans le top 20. Voilà. Donc c'est déjà de base, c'est un vrai problème. Ce à quoi ils ont eu la bonne idée d'ajouter, comme on l'a déjà dit, cette fameuse no trade clause qui donne un droit de regard à Bradley Beal sur à peu près tout. Alors on sait que Bradley Beal, il est très attaché à marquer l'histoire de sa franchise et qu'il devrait la marquer incessamment sous peu parce que il devrait normalement devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Il n'empêche, comme tous les ans, on revoit encore une fois les rumeurs de trade autour de Bradley Beal. Pour moi, c'est une décision qui doit se faire, comment dire, on peut plus ou moins amener Bradley Beal à l'endroit où on le veut. Je m'explique, si on part dans une phase de reconstruction totale, malgré son contrat important, je pense que Bradley Beal sera plus enclin à partir et peut-être à accepter en tout cas certaines destinations qui seraient moins prêts à accepter si on devait rester dans cette espèce d'entre-deux où on est à moitié compétitif et où l'effectif peut avoir des ambitions. Donc par rapport à Bradley Beal, je vais vous retourner votre question, cher propriétaire, mais pour moi c'est limite la dernière problématique. Une fois que tout aura été nettoyé, on pourra Bradley Beal prendre la décision. Parce que Bradley Beal, si on lui offre un effectif où il y a que des jeunes joueurs ou que des perspectives de reconstruction, je ne pense pas en l'état qu'il voudra rester, tout simplement.
Alors, on pourra effectivement peut-être y revenir à la fin, mais je voudrais entendre également notre nouveau coach, Constant. Quel est votre avis sur le joueur de basket Bradley Beal? Est-ce qu'on peut vraiment, même si effectivement le GM l'a rappelé, il est un peu cher, est-ce qu'on peut vraiment penser trouver mieux? Est-ce que vous aimeriez peut-être faire table rase ou jouer autour de Bradley Beal? Comme on dit, la différence entre rebuilding, retooling, enfin donc reconstruction, réoutillage, pour parler au français. Oui, sachant que retooling, c'est un peu la dernière chance avant le rebuilding, hein, globalement, dans la plupart des cas. Non, Bradley Beal, en l'état, quand il est sur le parquet, parce que c'est déjà une première problématique en tant que coach, c'est que je vois Bradley à l'entraînement, mais je ne vois pas Bradley lors des game time et des annonces de 5 majeurs. Donc déjà, c'est la première problématique que j'ai, c'est que il ne joue pas. Sinon, en l'état, Bradley Beal, même s'il a quand même bien baissé de niveau depuis 2-3 années. Le Bradley Beal baisse de niveau chaque année depuis sa saison 2020 où il était à plus de 30 points de moyenne, où il a été All-Star. C'est un bon joueur de basket, intelligent, bon, gros scoreur, capable de faire un petit peu de playmaking. Défensivement, faut pas lui demander grand-chose parce qu'il n'est pas capable de le faire. Mais si je suis coach et que je suis le raisonnement de mes GM et de mon proprio, je peux me dépatouiller avec Bradley Beal pendant un certain temps. Je suis prêt à le faire jouer, je suis prêt à, peut-être, si mon GM le demande, à essayer de faire fructifier sa valeur marchande en essayant de lui faire quelques bonnes perfs. Mais en l'état, disons que si vous me dites tu as 1 an avec Bradley, je dis d'accord. Si vous me dites vous emmenez Bradley Beal jusqu'à ses 34 ans et la fin de son contrat, je vais vous dire non. Trouvez-moi une solution parce que c'est plus possible. Eh bien justement, essayons de continuer l'état des lieux pour prendre une décision autour de Bradley Beal, qui est la pièce centrale de notre effectif actuellement. Il y a eu par donc les instances précédentes une volonté d'ajouter du talent autour, et je vous propose de commencer par le cas épineux de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma qui a l'avantage, Monsieur le GM, je vais me retourner vers vous pour commencer, mais qui a l'avantage pour le moment d'avoir un contrat plutôt avantageux pour cette saison, puisqu'il ne coûte pas très cher par rapport à sa production, il est à 13 millions. Le bémol, c'est qu'il a une player option pour la saison prochaine, qui a priori, il ne devrait pas prendre, il va demander un peu plus d'argent. Question donc, doit-on s'allier, doit-on proposer à Kyle Kuzma de continuer au sein des Washington Wizards? Effectivement, j'ai déjà eu beaucoup d'appels de certains de mes confrères pour se renseigner à propos du cas de Kyle Kuzma. Alors, attention, cher propriétaire, cher coach, il y a une différence entre ne pas activer son option joueur et partir. Et cette option, cette différence réside tout simplement dans le contrat qu'on va proposer à Kyle Kuzma. Alors, par rapport à Kyle Kuzma, je pense que si le coach en a la volonté, et si vous aussi vous l'avez, cher propriétaire, on peut le conserver. Pourquoi? Tout simplement parce que des effectifs NBA dans lesquels Kyle Kuzma sera autant responsabilisé, je n'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a énormément le ballon dans notre effectif, qui a beaucoup de responsabilités malgré le fait que, et on va y revenir, on a, je vais pas appeler ça trop de richesse parce que ce sont des joueurs qui ont encore beaucoup de choses à prouver, mais en tout cas à l'aile, on a parfois des profils qui sont en compétition. Le fait est que Kyle Kuzma, on l'a récupéré en provenance des Lakers. À un moment, il avait, je pense, une cote pas très haute et c'est un joueur qui pourrait demander beaucoup sur le marché. Alors, il a aussi ce problème qu'ont certains de nos joueurs du côté des Wizards, c'est que Kyle Kuzma n'est pas le joueur le plus efficace que l'on a en NBA, notamment au niveau du cercle, où il pourrait être bien plus efficace, et c'est globalement un de nos problèmes. Hein. C'est que certains de nos gros joueurs en termes de responsabilité au shoot ne sont pas très efficaces. Bradley Beal est peut-être l'exception en cette façon, mais le fait est que pour moi, c'est un joueur sur lequel, si on est, et Kyle Kuzma en cela un joueur symbole, si on est dans une logique de reconstruction, il faut l'échanger à la trade deadline et essayer de profiter de ces quelques millions qui restent. Si on est dans une logique où on veut rester compétitif, eh bien il faut parler contrat avec lui quand l'été va débuter. Je vous ai vu hocher de la tête, mon cher coach. Même avis du coup sur Kuzma. On rejoint un peu la lignée Bill ou pas Bill finalement avec Kuzma. Oui, alors pour pas vous cacher, en tant que coach, j'ai pu observer ce que faisait Kyle Kuzma du côté de Los Angeles et quand il est arrivé du côté de Washington, je me suis dit quand même quelle galère je viens de récupérer. Bon, force est de constater que Kyle Kuzma à Washington est quand même devenu un meilleur joueur de basket que le Kyle Kuzma du côté de Los Angeles. Il y a un point sur lequel je suis surpris, c'est que il a développé un côté playmaker malgré tout, mais c'est un peu le seul point qu'il a développé du côté de Washington, parce que sinon le joueur n'est pas un mauvais joueur NBA, loin de là. Aux Lakers, il était pas mauvais, c'était un scoreur
average, assez peu efficient, mais ça reste quand même un scoreur assez efficace. Moi, le problème que j'ai en tant que coach, c'est de voir Kyle Kuzma à 28% d'usage. Ça me pose problème. D'avoir un joueur average qui est dans le 95e percentile en termes d'usage, ça me pose un petit souci. Après, en tant que coach, je suis soumis à ce que décide de faire mon GM et à mon proprio. Si vous me dites encore une fois, c'est le problème avec Bill, je suis plus enclin à garder Kyle Kuzma qui a 27 ans et qui potentiellement peut, en cas de très bonne saison, ce qu'il fait déjà là, mais peut-être que dans un effectif un peu plus réduit, il peut faire encore une meilleure production statistique, quitte à être un peu moins efficace, alors qu'il est déjà pas très efficace. Je peux le garder, mais si vraiment on est dans une optique de full reconstruction, je préfère que mon GM maximise sa valeur marchande et l'échange à la trade deadline pour conserver 2-3 joueurs qui me paraissent plus jeunes. Donc une situation finalement à monitorer entre le prix qui pourrait nous coûter et ce qu'on pourrait en retirer à la trade deadline, monsieur GM. Exactement. Et je tiens à souligner ce qu'a pu dire le coach. On a un problème, c'est qu'on a beaucoup de joueurs avec des usages extrêmement élevés sans avoir de vrais playmakers pour les autres. C'est-à-dire qu'on a ce besoin-là, depuis le départ de Russell Westbrook de cette franchise, d'avoir un vrai porteur de balle assumé. On n'en a pas. Montemory, c'est un joueur qui limite la casse, on va dire. C'est mieux que rien, mais il faut, je pense, un des objectifs, mais là je dérive un peu, c'est aussi de trouver à 18 mois un porteur de balle. Il nous faut vraiment un porteur de balle, et on y reviendra. Je pense pas qu'on est dans notre effectif, malgré certaines projections de nos fans sur Deni Avdija, je pense pas qu'on l'ait encore dans notre effectif. Donc Kyle Kuzma, si on lui donne l'argent, ne répond pas à cette problématique-là. Donc si on peut élargir le spectre, je pense, cher propriétaire et cher coach, qu'il faut réussir à trouver. Il faut peut-être se séparer d'un des joueurs je sais pas si on peut appeler ça un Big Three, mais il faut se séparer d'un des joueurs de ce corps-là pour trouver un porteur de balle. Continuons justement la revue de l'effectif pour ensuite prendre des décisions, que ce soit pour la trade deadline qui s'annonce ou peut-être pour la saison d'après. Et vous venez de parler de Big Three. Effectivement, il y a un troisième joueur à évoquer dans la suite logique de notre effectif, c'est Kristaps Porzingis, un nouveau joueur avec une player option pour l'année prochaine. Lui qui pourrait peut-être la prendre, puisque c'est quand même une très jolie player option à 36 millions pour la saison qui arrive. Cette fois-ci, je vais commencer par notre cher coach pour équilibrer un peu le temps de parole. Que faire, mon cher coach? Est-ce que Kristaps Porzingis est raisonnablement le deuxième joueur le mieux payé, le plus responsabilisé sur le terrain d'une équipe qui vous semble compétitive, ou en tout cas avec un projet intéressant à court moyen terme? Alors moi, j'aimerais bien que mon GM se débarrasse de Kristaps Porzingis, mais très rapidement. Alors le problème, c'est que je le suspecte de prendre sa player option, parce qu'une player option à 33 millions, sachant qu'on est Kristaps Porzingis, je vois pas quelle équipe va lui offrir autant cet été, voire même avec un contrat un peu moins élevé mais plus longue durée, je vois pas qui va mettre un contrat de 3 ou 4 ans à un joueur qui a 28 ans et qui est quand même très injury prone, alors qu'il y a moins de soucis de blessures depuis son arrivée à Washington. Je sais pas, peut-être que l'air de la capitale lui donne un petit coup de mieux, mais oui, ça c'est ma problématique, c'est que en tant que coach, je vois Kristaps Porzingis, je vois les limitations de Kristaps Porzingis. Pour moi, en tant que coach, pour moi, c'est un joueur qui fait beaucoup de bonnes choses, mais qui fait beaucoup de bonnes choses quand l'équipe est à moins 15. J'ai du mal à voir les matchs où Kristaps Porzingis est vraiment un facteur déterminant dans la victoire, ce qui est par exemple Kyle Kuzma. Je trouve que Kyle Kuzma dans certains matchs est beaucoup plus intéressant, notamment dans les fins de match serrés où tu peux donner la balle à Kyle Kuzma, ce qui n'est pas le cas de Kristaps Porzingis. Et on revient encore une fois à ce problème qu'a évoqué le GM du porteur de balle. Donc pour moi, Kristaps Porzingis, il va encore être là du côté de Washington à la rentrée ou à la rentrée des classes au training camp. Donc je peux jouer avec lui parce que ça reste un joueur jeune, relativement jeune, qui est quand même pas une tanche, il faut rester honnête, mais si vous pouviez me trouver un intérieur de meilleure qualité, ou si vous pouviez me permettre de développer des jeunes, je serais encore une fois plus satisfait que de le conserver et d'essayer d'accrocher un play-in avec ce roster. Bon monsieur le GM, la question est posée et puis on se retrouve au même point avec ces histoires de prolongation de contrat. Donc un Porzingis qui a un contrat assez élevé. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser trouver des coups de fil d'ici là, ou comment vous voyez la situation?
Je pense pas. La situation de Porzingis, elle est assez difficile et effectivement, comme l'a sous-entendu ou comme l'a dit notre coach, notre seul espoir, c'est que Porzingis ne prenne pas son option joueur. Alors, je serais moins catégorique là-dessus. Pourquoi? Alors, il reste encore une bonne petite moitié de saison, mais c'est objectivement une des meilleures saisons de Kristaps depuis 2, 3, 4 ans. Et le fait est que peut-être qu'il peut tenter ce qui a été souvent fait, hein, de se dire bon, je refuse cette player option pour espérer avoir plus long et avoir mieux. Parce que je ne suis pas sûr que, justement, vu l'état physique de Kristaps Porzingis, il soit en mesure de faire 2 saisons de cet acabit. Donc, peut-être c'est une option. Moi, financièrement, parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment des finances, il y a une autre problématique, hein, pour moi, c'est que l'extension de Daniel Gafford, qui est donc notre pivot remplaçant à l'heure actuelle, débute la saison prochaine. On a donc, si jamais, hein, dans le cas où Kristaps Porzingis active son option joueur, on a 49 millions bloqués sur notre poste de pivot. C'est beaucoup trop, selon moi, et je pense qu'il est temps de donner cette chance à Daniel Gafford, qui sera un pivot qui nous coûtera relativement peu cher et qui peut offrir d'autres possibilités qu'un Kristaps Porzingis qui pose problème dans notre construction d'effectifs parce que c'est certes un grand joueur, mais qui shoot très peu au cercle et qui pose ces semi-problèmes de spacing que peut observer notre coach. C'est que on a beaucoup de nos joueurs majeurs, que ce soit Bradley Beal, Kyle Kuzma ou Porzingis, qui vivent à mi-distance. Et donc, du coup, avec ces joueurs qui vivent à mi-distance, ça serait bien d'avoir ce pivot Daniel Gafford qui est dans un moule un peu plus classique de protecteur de cercle, joueur qui joue proche du panier en attaque. Donc je pense, moi aussi, j'aimerais me délester du contrat de Porzingis malgré cette bonne saison, mais c'est une grande problématique avec nous, chers propriétaires et chers coachs. On ne maîtrise pas le destin de nos joueurs sur ces 18 prochains mois. C'est notre gros problème. Alors, moi, ce qui m'inquiète en tant que coach, c'est que mon GM l'offre cette prolongation de longue durée à Kristaps Porzingis. C'est vraiment ma crainte. Je pense que mon GM est capable de mettre 3 ans, de mettre 85 millions sur 3 ans à Kristaps Porzingis. Alors, peut-être avec votre ancien GM, cher Constant, mais je pense qu'ici, on est d'accord pour dire, tout simplement pour moi, comme je l'ai dit, ça n'a aucun sens de donner cette extension à Daniel Gafford il y a un peu plus d'1 an maintenant, et de l'autre, continuer à payer Kristaps Porzingis. On est arrivé au moment où il faut faire un choix, et ce choix, si on est dans cette période où on veut assainir les finances et peut-être changer la manière dont on joue, parce qu'on est une équipe qui shoot trop à mi-distance, on est une équipe qui a un jeu qui mériterait d'être plus dans l'air du temps, c'est le moment de dire au revoir à Kristaps Porzingis, malgré le fait qu'il soit objectivement peut-être le MVP de l'équipe sur ces 45 premiers matchs. On peut peut-être même faire, j'ai envie de vous dire, d'une pierre deux coups en ne proposant pas à Kristaps Porzingis de rester, envoyer un message plus ou moins subliminal à notre cher Bradley Beal pour lui dire le projet n'est pas de continuer en l'état si c'est comme ça que tu voulais jouer, marquer l'histoire, et peut-être qu'il faudrait que tu ailles aussi voir d'un autre côté. Les 3 cas de ces joueurs sont un peu liés, donc il va falloir qu'on monitore le reste en fonction, en fonction des différentes options. En rappelant, cher propriétaire, un point ciblé qu'il est important de rappeler, si Kristaps prend son option joueur, il a une no trade clause. C'est-à-dire que lui aussi est en position de dire non. Donc ça ferait quand même pas loin de... Alors, si on ajoute presque 80 millions de notre salary cap avec des joueurs qui ont le pouvoir de nous dire non, donc ce serait une problématique vraiment, vraiment, vraiment lourde. Donc, voyons peut-être ce qu'on peut faire en amont, avec notamment les pièces du moment autour, peut-être d'ici à la trade deadline. On va commencer par l'aile, puisque c'est là où on a beaucoup de joueurs. Et je vous propose, Monsieur le Jeune, je vais vous redonner la parole, de parler d'un joueur qui, je sais, a votre attention particulière. Et puis on l'entend dans les rumeurs ces derniers temps. Peut-être qu'il pourrait trouver des intéressés. Dans tous les cas, l'ancien front office avait le téléphone allumé, disponible pour les autres équipes de la NBA. C'est un certain Rui Hachimura qui nous a fait de belles sorties dernièrement. Peut-être que ça peut faire monter sa cote. Il est libre à la fin de l'année, libre de son contrat. Est-ce que c'est la première pièce et le premier domino, le cas Hachimura? Oui, parce que symboliquement, c'est montrer qu'on ne vit plus avec les erreurs de nos prédécesseurs. Alors effectivement, Rui Hachimura, c'est sorti dans la presse, j'ai pas eu l'occasion de leur demander de vive voix, mais c'est sorti dans la presse qu'il aurait demandé un trade auprès de nos prédécesseurs. Le fait est que Rui Hachimura, vous savez, cher coach et cher JM, j'ai quelques
appétences pour certains profils, et le fait est que Rui Hachimura tombe plus ou moins dans ce profil. Cet ailier très athlétique. Le problème, c'est que Rui Hachimura, je me rappelle de cette envers un joueur que j'aime beaucoup, cette phrase d'un analyste qu'on ne respecte pas beaucoup ici, mais de Skip Bayless, qui avait dit un jour à Dwight Howard à la télévision, vous avez le physique. Alors il avait, je sais pas si la formule était très bonne, mais en tout cas vous avez un physique imposant, mais vous jouez comme Jane dans le célèbre dessin animé Tarzan. Bref, le fait est que Rui Hachimura, quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir cette dimension physique, mais qui n'arrive pas à être utilisé dans le domaine défensif. C'est très frustrant. C'est un joueur qui est dans sa 4e année, qui a cette capacité au shoot, mais qui n'a pas encore intégré tout simplement les aspects défensifs. Et je pense que c'est un symbole, en fait. C'est un symbole d'une équipe qui parfois est une juxtaposition d'individualité, en fait. Et je pense que Rui Hachimura, en l'occurrence, c'est un joueur qu'il faut trader. Malheureusement, sa valeur à l'heure actuelle pour un joueur qui va devoir re-signer un contrat cet été, elle est très basse. Mais en dehors de sa capacité à shooter et d'être un scoreur, il y a eu ses pointes récemment, mais c'est un joueur qui a plus ou moins, qui n'aime pas passer la gonfle. Une fois qu'il a plus ou moins, c'est terminé, l'action est terminée, il va shooter. C'est un joueur qui, défensivement, je l'ai dit, dans les communications, n'est pas là, qui peut switcher idéalement, mais qui a beaucoup de problèmes sur les schémas défensifs. Donc, c'est un joueur qu'il faut éjecter notre effectif, je pense, assurément. Notre GM a beaucoup parlé terrain. Monsieur le coach, est-ce que vous avez le même constat? Vous ne serez pas triste de vous séparer éventuellement de Rui Hachimura, même un peu plus tôt que la fin de son contrat? Un peu quand même. Un peu quand même. Moi, ça m'embête de te débarrasser du petit Rui Hachimura, parce que j'ai envie de dire à mon GM et à mon proprio, donnez-moi un meilleur contexte. Moi, étant un meilleur coach que Wes Unseld Jr., je peux peut-être le modeler et lui faire assimiler certains principes défensifs et lui faire comprendre que tu as le gabarit pour être capable de défendre, pour être un fort défenseur, et que tu peux utiliser ce gabarit et pour essayer de le développer, de dire regarde ce qu'a fait ton ami Kyle Kuzma au playmaking. Tu es capable d'avoir ce genre de progression, puisque Kyle Kuzma n'est pas le joueur le plus intelligent de la planète non plus en termes de QI basket, et pourtant il est capable de prendre quelques belles décisions. Moi, je trouve que Rui Hachimura, en fait, c'est ce qu'on disait en off là avec notre proprio et notre GM, c'est que c'est un joueur qui était qui a ce côté théorique de l'ailier athlétique au moment de sa draft, de se dire et si, voilà, c'est vraiment le profil théorique de ces joueurs, c'est le et si. Et ce que je trouve embêtant pour Rui Hachimura, ce qui me donne envie quelque part de le garder, c'est que le et si, il l'a en partie résolu en termes de scoring. Vous regardez, alors effectivement, il est très athlétique, donc les 74% de réussite au cercle aident bien avec le profil athlétique, mais à mi-distance, c'est un joueur qui est à plus de 43% de réussite, il est dans le 69e percentile de la ligue au niveau de la réussite à mi-distance. À 3 points, c'est encore très frustre puisqu'il n'est qu'à 34%, mais c'est déjà mieux que certains joueurs très athlétiques qui ont été draftés dans ce range-là. C'est au moins un shooter honorable. Après, oui, il y a les limitations défensives, il y a les limitations dans le QI basket, mais je me dis, si on part dans une reconstruction complète, je préfère aller voir Rui Hachimura et son agent cet été et lui dire combien tu veux, ou au moins demander l'information d'une éventuelle prolongation de contrat avant de l'envoyer à la concurrence, parce que de toute façon, sa valeur marchande n'est pas très élevée, elle ne peut que augmenter selon moi. J'ai une question. Vous vouliez, ouais. Et effectivement, j'ai une question pour notre coach, parce que, alors, en l'état, garder Rui Hachimura, c'est un joueur qui, je pense, sera apprécié de notre propriétaire parce qu'il coûtera vraisemblablement moins cher que Kyle Kuzma. Ça, c'est évident. La question, c'est, on a donc sur ces postes d'ailier, même si on a tendance à faire jouer Deni Avdija sur un autre poste, enfin dans l'idée, on a un problème de riche parce qu'on a donc Kyle Kuzma, Deni Avdija, Rui Hachimura. Wes Unseld, votre prédécesseur, a parfois tenté des 5 avec Daniel Gafford et Kristaps Porzingis. Passons. C'est-à-dire que, selon moi, il faut entamer la saison prochaine sans un des trois, sans soit Avdija, soit Hachimura, soit Kuzma. Donc, idéalement, lequel des trois aimeriez-vous voir en dehors de l'effectif? Et Kuzma. Et je pense que pour mon GM et pour mon proprio, ils seront contents parce que mon proprio fera des économies au niveau de la payroll et mon GM récupérera des pics de draft, ce qui n'est pas le cas en échangeant Rui Hachimura ou même Deni Avdija.
Après, on parle les économies de la finance globale. Je laisse mon JM faire en sorte que nous payions pas la taxe, mais il faut aussi quand même que Washington fasse un peu envie d'une certaine façon. Je sais pas si Hachimura a toujours cet attrait, même si je sais qu'il a une fanbase notamment du côté de l'Asie qui peut être intéressante dans ce cas-là. Mais justement, vous avez évoqué le cas Avdija, Deni Avdija, donc un autre pic de draft de nos prédécesseurs. Qui pose plusieurs questions. Je me tourne vers vous, monsieur le coach, notamment sur son rôle, puisqu'on nous l'a vendu comme un playmaker, un porteur de balle. Bon, manifestement, il ne remplit pas ce trou qu'on a dans l'effectif, en tout cas, pas en tant que porteur de balle principal. Quel est le rôle d'Avdija? Est-ce que vous le voyez intégré? Est-ce que vous pourriez en faire quelque chose, monsieur le coach? Là, c'est la problématique pour Deni Avdija, c'est que il est difficile à modeler dans un effectif où il n'y a pas de qualité autour. Et que Deni Avdija, dans une équipe où il aurait des responsabilités offensives réduites vraiment au minimum, ça pourrait être un bon joueur parce que défensivement, on en a parlé là juste avant avec Rui Hachimura. En fait, vous prenez l'offense de Rui Hachimura et vous prenez la defense de Deni Avdija, vous avez un vrai bon ailier. Le problème, c'est que les deux n'ont pas. Alors, si vous prenez l'attaque de Deni Avdija et si vous prenez la défense de Rui Hachimura, vous avez probablement un des pires joueurs des deux côtés du terrain. C'est le risque. Ouais, c'est la problématique. Mais moi, je trouve que Deni Avdija, c'est un joueur qui, effectivement, qui pâtit d'une part du manque de spacing du côté de Washington, parce que Washington est quand même une équipe qui. Et j'ai l'impression que c'est aussi valable pour Deni Avdija. J'ai l'impression que cette équipe de Washington n'a pas conscience de sa taille en fait, parce que avec Kristaps Porzingis, avec Daniel Gafford, avec Kyle Kuzma, avec Rui Hachimura, même Deni Avdija qui est pas le joueur le moins athlétique de la planète, ils peuvent imprégner on peut imprégner même en tant que coach. Je vois pas pourquoi je dis ils peuvent alors que c'est le on, mais on peut imprégner une équipe qui joue physique, une équipe de grande taille, et on ne le fait pas. Et je trouve que Deni Avdija dans ce système de Washington, il pâtit d'une part du manque de vrais meneurs, parce que effectivement il y a Monte Morris, mais c'est pas non plus le meilleur meneur de la planète, et d'une part il a ce côté. Alors je sais pas si c'est du dépassement de fonction parce que justement il y a ce manque de playmaker et de porteur de balle, ou si c'est on croit encore à ce qu'il nous promettait au moment de sa draft, donc on lui donne énormément de responsabilités en attaque, notamment balle en main. Je suis partagé de ces deux côtés-là. Mais malgré tout, Deni Avdija, si vous restez vraiment dans cette équipe, dans cette optique de garder les trois larrons, je peux potentiellement faire quelque chose en lui réduisant ses responsabilités offensives. Si mon GM me signe 2-3 joueurs bons offensivement, mais si c'est vraiment dans une optique de reconstruction, ça va être très compliqué de tirer quelque chose de positif de Deni. Bien, monsieur le GM, quel est votre avis? Parce que l'avantage aussi de Deni Avdija, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il est toujours dans un contrat rookie, donc il ne nous coûte pas bien cher. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour le cas de Deni Avdija? Je pense qu'il faut faire l'inverse de nos prédécesseurs et parfois aller dans un autre extrême et le surresponsabiliser pour voir en fait qu'est-ce qu'on a en tant que joueur. Effectivement, dans un meilleur écosystème, il pourrait réussir. J'ai une petite problématique avec Deni Avdija, je reviendrai pas sur le profil complet de notre coach, c'est que si idéalement on part dans cette phase, donc du coup on va se délester de Porzingis, Kyle Kuzma, etc. Idéalement notre poste de pivot est un des seuls où je pense on a notre titulaire à 2 ans, ça devrait être Daniel Gafford. Le fait est que j'ai du mal à imaginer, à faire coexister Daniel Gafford qui en carrière sur un peu moins de 1000 tirs tentés en a pris 21 à longue mi-distance, aucun à 3 points. C'est un joueur qui vit dans la raquette offensivement, avec Deni Avdija qui est un joueur qui, on l'a dit, a ses capacités de playmaking, mais une fois qu'il n'a plus la balle dans les mains, et un joueur qui n'inspire aucune crainte pour les défenses. C'est notre coach, l'a déjà vu dans les matchs qu'il a observé des Wizards. C'est un joueur qui typiquement est pas du tout défendu loin du cercle par les défenses adverses. Donc il y a un peu cette problématique de comment on fait cohabiter les deux. Mais je suis d'accord que sur une fin de saison où on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il y a l'espoir du play-in, mais je pense qu'on est plus dans une vision à moyen long terme. C'est un joueur à qui il faut donner plus de responsabilités pour voir en fait ce qu'on a, parce qu'il y a trop de joueurs dans cet effectif qui passent 1, 2, 3 ans sous nos couleurs et dont on n'a aucune idée du réel apport, alors qu'ils sont proches de la signature. J'ai juste ce petit problème de fit, mais vous allez me dire, chers propriétaires et coachs, que penser fit, vu notre situation actuelle, c'est un peu risible. Donc allons-y, responsabilisons Deni Avdija.
C'est une question qu'on va pouvoir se poser. Je propose un dernier point, un dernier cas individuel avant d'aller plus rapidement peut-être sur le reste de l'effectif en évoquant ce qu'on peut faire à la free agency, éventuellement à la trade deadline. C'est celui du pivot, justement, vous l'avez évoqué, mon cher GM, celui de Daniel Gafford, donc qui va entrer dans son extension, qui va à 12-13 millions la saison pour un pivot qui a un profil de rim runner classique, mais qui est un pivot qui a peut-être aussi une certaine valeur. Donc d'abord, parlons du profil, monsieur le coach, si vous le voulez bien. Daniel Gafford, j'imagine que ça vous poserait pas de problème de l'avoir comme pivot titulaire. Non, ça ne me pose pas de problème d'avoir Daniel Gafford comme pivot titulaire. J'ai envie de dire que en tant que coach, même en tant que GM, si vous pensez à vraiment le pivot average en NBA, je pense que Daniel Gafford se bat avec Ivica Zubac pour le titre de pivot le plus average de la NBA. C'est-à-dire pas le nul, standard. Pas le standard, c'est ça, le maître étalon, c'est-à-dire pas le plus nul, pas le meilleur, mais entre les deux. Après, je suis mon GM, j'ai quand même une problématique à avoir donné 13 millions de dollars à un pivot rim runner qui ne prend pas de tir à 3 points et qui prend pas de tir à mi-distance. Ça, c'est quand même une question que je me pose. Une question que je peux me poser au niveau de mon GM aussi, c'est que Daniel Gafford était très bien quand il avait un Russell Westbrook, par exemple, en porteur de balle et en meneur pour combiner avec lui, notamment sur pick and roll. Là, si on arrive dans un stand-by complet, dans un processus de reconstruction complet, s'il n'y a pas de porteur de balle ou si le porteur de balle c'est Monte Morris, j'ai du mal à voir comment Daniel Gafford va pouvoir être utilisé, en tout cas offensivement, à un échantillon assez raisonnable. Défensivement, j'ai mes doutes sur le joueur. Je trouve que protecteur de cercle, il est correct, mais sans plus. Par contre, il est incapable de défendre loin du panier. Ça, c'est ma vraie problématique auprès de Daniel Gafford, qui est un peu la même problématique que je peux avoir au niveau de Kristaps Porzingis, c'est qu'on a deux joueurs qui sont forts près du panier, mais dès qu'on les éloigne un peu du panier, c'est très compliqué. Donc oui, je pourrais envisager sur les 2 prochaines années avoir Daniel Gafford en pivot titulaire. Par contre, il me faut un porteur de balle pour pouvoir le faire fructifier en attaque. Parce que si j'ai pas ce porteur de balle et si j'ai pas ce joueur avec un QI basket élevé capable de combiner avec lui sur pick and roll, ça va être compliqué de lui faire montrer des bonnes choses. Du coup, mon cher GM, la question est celle de ce ratio entre le contrat à 12-13 millions et la productivité selon le reste de l'effectif. Est-ce que ça vous satisfait? Qu'est-ce qu'on fait de Daniel Gafford? Comme vous l'avez rappelé, si Kristaps Porzingis signe sa player option, on est pas loin des 40 millions sur ces deux joueurs-là. Je pense qu'il faut le conserver quand même. Je suis d'accord avec notre GM. Le cas Daniel Gafford met un peu plus en exergue le fait qu'on ait absolument besoin d'un porteur de balle, en fait, parce qu'effectivement, pour le mettre en avant, il faut un porteur de balle. Et je maintiens qu'un pivot, quand on est dans une phase de reconstruction, comme je pense on s'apprête à entamer, on peut pas se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des postes secondaires, en tout cas dans une vision de basket que j'ai comme celui du pivot. On a un pivot solide, qui se situe dans la moyenne de la NBA avec un contrat raisonnable. Je pense qu'on peut partir sur Daniel Gafford titulaire en 2024, 2025 quand le contrat de Kristaps Porzingis sera arrivé à échéance. On en parlera, je pense. La problématique du meneur est vraiment, en l'occurrence, une problématique parce que la free agency nous offre pas de possibilités. Nos pièces actuelles, que ça soit Kyle Kuzma ou d'autres joueurs, quand on regarde les rumeurs de trade du côté de chez nos prédécesseurs, on nous promettait souvent en retour des ailiers ou des tours de draft. Donc en fait, c'est une problématique qui va être très difficile à résoudre parce que on n'a pas à l'heure actuelle, ou à part si, cher propriétaire, vous souhaitez donner de l'argent à D'Angelo Russell, je ne vois pas, et je pense pas que notre coach sera vraiment en accord avec je me range à vos avis. Ne faites pas ça, pitié. Je vois pas en fait de solution à court terme qui ne soit pas liée à un trade ou à l'espoir de progression d'un jeune joueur qu'on va ramener de notre côté en fait. Il y a pas de solution pour le poste de porteur de balle, donc effectivement Daniel Gafford pourrait souffrir de cela dans son processus de progression. Rappelons, c'est un jeune pivot et on sait que les pivots prennent du temps, donc peut-être qu'on n'a pas encore vu la version finale de Daniel Gafford.
Et bien du coup, rentrons dans le vif du sujet. Que doit-on faire? La première échéance qui se trouve devant nous, c'est la trade deadline pour cette saison. On a l'air, si je vous écoute et puis si je récapitule un peu d'ici là, de partir dans l'esprit de la possibilité numéro 1, le plan A. J'ai envie de vous dire, le plan A, c'est la reconstruction. Si on arrive à se mettre d'accord, à la fois avec Bradley Beal avec son contrat, peut-être avec Kristaps Porzingis, il y a Luka Kuzma également, sur une reconstruction totale, ou en tout cas presque totale. Il y a d'autres peut-être plans à prendre en compte. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce qu'à la trade deadline, on peut faire quelque chose pour influer dans un sens ou dans l'autre? Doit-on là essayer d'aller jusqu'au bout avec le projet de nos prédécesseurs, c'est-à-dire d'améliorer l'effectif en tant que tel, peut-être pour faire un push pour essayer d'arriver au play-in, ou doit-on essayer d'entamer dès maintenant la possibilité d'exploser l'effectif, essayer de trouver des gens pour nos différents joueurs? Peut-on trouver un playmaker? Peut-on trouver preneur pour nos différents joueurs avec une certaine valeur? Je vais me tourner vers vous, monsieur le GM, tout d'abord, parce que vous l'avez évoqué. Vraiment, à cette trade deadline, impossible de trouver, un meneur de jeu qui pourrait combler nos lacunes instantanément? Compliqué, parce que une des offres dont on a hérité pour Kyle Kuzma, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, si on part sur la vision que j'accorde à notre coach, parce que notre coach est talentueux, on le paye très cher pour ce qu'il fait, donc suffisamment cher. Il faut que on lui donne les possibilités de réussir. Très souvent, on proposait des ailiers en fait, parce que personne ne veut se défausser d'un porteur de balle, sauf aux offres totalement mirobolantes. On n'est pas en situation de le faire. Par rapport au cas, par exemple, Kyle Kuzma. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à notre coach. Il y avait beaucoup cette idée d'un Jay Crowder qui était beaucoup proposé avec, alors je tiens à le préciser, un premier tour de draft 2023 qui sera offert du côté de Phoenix. Il faut savoir que les Suns sont actuellement en difficulté et l'Ouest est assez indécise, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que ça pourrait être une première solution dans l'idée de accumuler des choix draft et peut-être faire une offre pour un autre porteur de balle. Je ne sais pas si Jay Crowder serait un joueur qu'on pourrait ensuite rééchanger, mais je ne sais pas si c'est un profil, en tout cas une direction qui pourrait plaire à notre coach. Eh bien, parole au coach. Est-ce que ça me plaît? Non, pas spécialement. Alors ça me plaît pour mon GM de récupérer un tour de draft. Par contre, de récupérer Jay Crowder, je vois pas très bien ce que je pourrais en faire en l'état, parce que en tant que coach, je vois la perte de Kyle Kuzma, je vois ce que Jay Crowder peut m'apporter, je me dis on a quand même perdu au change. Donc ça va plus dans cet esprit de déconstruction en attendant potentiellement de faire imploser le roster, plutôt exploser le roster durant l'été. Ce qu'on peut faire durant la trade deadline, c'est compliqué dans le sens où les deux seuls joueurs qui pour moi sont potentiellement bougeable dans ton effectif, c'est Kyle Kuzma et Rui Hachimura, et que je pense que mon GM va décider de se séparer de l'un des deux, et pas des deux, ni de garder les deux, et je pense qu'il va décider de se séparer du petit Rui Hachimura, ce dont je suis totalement en désaccord. Mais ensuite, si vraiment vous voulez, mon proprio me dit il faut absolument qu'on accroche le play-in, ça c'est obligatoire, je vois pas très bien qui pourrait me permettre de récupérer et de me positionner dans ce genre de situation. Comme l'a très bien dit mon GM, on ne peut pas récupérer un porteur de balle en échange de Kyle Kuzma. C'est-à-dire que on ne peut pas récupérer Fred VanVleet en échange de Kyle Kuzma, qui potentiellement pourrait être l'un des rares joueurs qui, à mon avis, pourrait être disponible du côté de Toronto. Ils hésitent entre Fred VanVleet et Gary Trent Jr. à mon avis, mais je ne pense pas que Kyle Kuzma pourrait te faire récupérer ce genre de joueur. Donc oui, moi si on me demandait quoi faire, j'appellerais les autres équipes, j'appellerais dans la conférence Ouest principalement, je leur dirais qu'est-ce que vous me proposez en échange de Kyle Kuzma, et s'il y a un first, peut-être essayer de récupérer un jeune à potentiel. Je pense que peut-être pas du côté de Phoenix, mais il y a d'autres équipes qui peuvent être intéressées par Kyle Kuzma et qui pourraient échanger un joueur, pas forcément à très gros potentiel, mais un joueur jeune et qui est capable de s'insérer dans un nouveau processus de reconstruction. Là, ça m'intéresserait. Donc, si je comprends bien, à la trade deadline, monsieur le GM, je vous en prie, je vais vous relaisser la parole, mais l'idée, c'est plutôt d'abord de se séparer des contrats dont on peut séparer, où on arrive à trouver acquéreur, plutôt que combler nos lacunes, notamment au playmaking, ce qui a beaucoup été évoqué avec des noms qu'on entend ici et là. Vous avez évoqué d'Angelo Russell un peu plus tôt. On entend aussi des noms de Mike Conley, je sais pas, peut-être d'un Caruso qui est beaucoup demandé ici et là. J'ai quelques oreilles du côté de Chicago. Voilà, l'idée pour la trade deadline, ce serait plutôt de commencer le ménage de la meilleure façon possible. C'est ça?
Exactement, parce qu'en fait, il faut pas non plus tomber dans un extrême où on cherche absolument à échanger, que ça soit Rui Hachimura ou Kyle Kuzma, quitte à totalement sous-évaluer ces joueurs-là. Hein, parce que le fait est que même sur un Kyle Kuzma, on aura, et là je ne vais pas plaire à mon coach, on aura la possibilité de le re-signer cet été dans l'optique de potentiellement l'échanger plus tard et de se dire que tout simplement la fenêtre d'opportunité est pas ouverte totalement et que on aura la possibilité de le re-signer sans se dire qu'il fait partie de notre futur à moyen terme. Première chose. Deuxième chose, par rapport à Kyle Kuzma, je sais que l'offre de Jay Crowder n'est pas très excitante, même s'il y a peut-être le premier tour de draft. Je pense aussi qu'il faut peut-être essayer de voir. Alors, l'idée des jeunes à potentiel est excitante, mais il faut aussi se dire que nos adversaires vont peut-être hériter de Kyle Kuzma pour 4, 5, 6 mois maximum, un round de playoff. Donc ils auront peut-être pas envie d'envoyer ces jeunes à potentiel là contre Kyle Kuzma. Une des choses peut-être du côté de Phoenix qui pourrait être plus intéressante, ça serait peut-être un Cam Johnson. Mais si à la fois on inclut Jay Crowder et Cam Johnson, je ne sais pas si Phoenix sera prêt du côté des dirigeants des Suns. Je ne sais pas si on sera prêt à inclure le premier tour de draft en plus. Ça me semble un peu beaucoup. Ou alors il faudrait peut-être du côté des Wizards se délester d'un autre poids. Donc je pense qu'il faudra trouver cet équilibre. Le fait est, je rejoins parfaitement ce qu'a dit le coach et le GM. Le porteur de balle ne sera pas solutionné cet été, malheureusement. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, on sera dans la même situation en termes d'ambition collective, tout simplement. Du coup, je vais poser la question suivante. Alors, ça ne semble pas du tout être à l'ordre du jour de nos prédécesseurs, mais pourtant, malgré la no trade clause, Bradley Beal est quand même un joueur qui a une certaine valeur, notamment dans les différentes trade deadlines où certaines équipes cherchent de quoi avoir du shoot, de la création pour soi-même et pour les autres dans la vue des joutes de playoffs, pour ne pas citer les Lakers qu'on voit arriver régulièrement dans les rumeurs ici et là. Ne pensez-vous pas qu'il est possible en un monde de trouver preneur pour Bradley Beal, à la fois qui nous satisfasse nous, qui le satisfasse lui, puisque c'est lui qui doit signer le contrat au final, et puis évidemment l'équipe en face qui doit nous aider dans cet échange-là. C'est totalement impossible, inenvisageable. Je pense que c'est envisageable pour une raison. Tout simplement, des équipes vont être désespérées, des équipes qui ont des ambitions vont être désespérées, et les Lakers sont un magnifique exemple, cher propriétaire. Donc, il y aura des équipes désespérées, et le fait est que on aborde une free agency que je qualifierais de light, si je suis très gentil, et de catastrophique, si je suis totalement objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de profil dans cette free agency qui pourrait attirer, en dehors de l'énigme Kyrie Irving, qui pourrait être une solution pour nous au playmaking, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un choix qu'on ne fera pas, même s'il y aurait aussi des problématiques de cap, on pourrait pas le signer, mais le fait est que, voilà, pour imaginer. Bref. Donc je pense que des équipes pourraient être attirées par le profil de Bradley Beal. Le seul problème, cher proprio, c'est que le montant est astronomique. Donc, mis à part une franchise désespéré avec des moyens vraiment importants type Lakers, qui devrait encore une fois, ça devrait être dans un trade à 3 où il faudrait avoir une gymnastique ou un tango ou 3 voire 4. J'ai du mal à voir qui pourrait faire ce choix-là en fait. Notre problématique est vraiment au niveau. Vous savez, avec Bradley, il y a une relation spéciale avec cette franchise de Washington. Donc la no trade clause sur le symbole est problématique, mais je ne pense pas qu'elle soit un vrai frein. Le frein, c'est le montant en fait. Mais je suis parfaitement prêt à trader Bradley Beal parce que je pense qu'il est le symbole des échecs de nos prédécesseurs, tout simplement. Je demande la même avis au coach, même si on est sur un sujet plus GM, mais j'imagine que vous avez une vision là-dessus. Oui, je tiens à rappeler quand même à mon GM que Cam Johnson a un an de moins que Kyle Kuzma et qu'il est en fin de contrat rookie. Donc si on veut pas payer Kyle Kuzma, on va pas non plus payer Cameron Johnson. Donc c'est pas un joueur que vous aimeriez dans votre effectif à moyen long terme, Cam Johnson. Si, bien sûr, je le préfère à Kyle Kuzma, mais il y a quand même cette problématique qui sont les mêmes que Kyle Kuzma, c'est joueur qui est déjà entre guillemets de seconde jeunesse ou qui va arriver dans son second contrat NBA et qui va falloir payer à l'intersaison. Et en plus sur le même poste que Rui Hachimura. Donc si on décide de conserver Rui Hachimura, ça n'aide pas, et en plus si on décide de conserver Kristaps Porzingis. Concernant Bradley Beal, ça va dépendre pour moi effectivement du degré de désespoir des autres équipes et de potentiellement quelle équipe va se louper sur certains cas de figure.
Je pense que Washington ne sera pas la seule équipe vendeuse si on décide d'être vendeur durant l'intersaison. Je pense qu'il y a 2-3 équipes, et encore une fois du côté de Toronto, qui peut potentiellement être vendeur en fonction de comment la saison se déroule et de comment elle se termine. Et si tu as des équipes qui se loupent, par exemple, sur un Pascal Siakam ou sur un OG Anunoby, je vois bien une franchise du Texas, par exemple, être capable de, dans un move désespéré, vu qu'ils ont envoyé Kristaps Porzingis à Washington, je me dis que les Mavs, est-ce qu'ils seraient pas capables d'essayer d'associer Bradley Beal, 29 ans, à Luka Doncic? C'est la question que je me pose. Alors, il faudrait encore une fois, de toute façon, avec le salaire de Bradley Beal, il va falloir que ça passe à plusieurs équipes. Déjà, le salaire de Beal est tellement élevé que il y a que en cap direct, il y a que les Rockets et les Spurs qui pourraient encaisser le contrat de Bradley Beal. Bradley Beal n'acceptera jamais d'enlever sa no-trade clause pour aller du côté de Houston ou de San Antonio. Et je me dis que Dallas, on peut potentiellement lui vendre le projet excitant d'être aux côtés de Luka Doncic, etc. Donc ça va pas être simple. Il va falloir plusieurs acteurs et plusieurs facteurs pour moi pour échanger Bradley Beal. Je pense que ce qu'on va récupérer ne sera pas satisfaisant pour nos fans parce que malgré sa valeur, le contrat est trop élevé. Mais je suis pas totalement fermé. Et pour moi, il existe vraiment un scénario où Bradley Beal peut être échangé et peut-être aux Lakers. Mais en tout cas, il n'est pas intradeable pour moi. Si ce scénario, non, je sais pas, Monsieur Jem, ouais. Validé. J'aime beaucoup la piste Dallas pour Bradley Beal parce parce qu'il faut aussi prouver, et je pense que ça a été le gros problème des Wizards sur ces dernières saisons, il faut aussi prouver qu'avec cette nouvelle direction, on est capable de prendre soin de nos joueurs. C'est-à-dire qu'on est capable de ne pas envoyer Bradley Beal au fin fond de Minnesota, ou il faut lui prouver qu'on est capable de lui mettre dans une situation qui pourrait lui offrir d'autres perspectives en termes collectifs, d'autres perspectives collectives. Par contre, seule chose par rapport aux Mavs, dans une réflexion d'IM, qu'est-ce que les Mavs peuvent nous offrir? En dehors de Luka Doncic, c'est justement la problématique de mon collègue chez les Mavs. Il n'y a pas vraiment de joueurs à fort potentiel ou de joueurs qui sont assez intéressants, et c'est du coup le problème des Mavs. Et de l'autre, en termes de choix de draft, le fait est qu'avec un joueur top 5 NBA comme Luka Doncic, sauf blessure, c'est une équipe qui sera play-in, play-off sur les 5-6 prochaines années à minimum. Surtout avec Bradley Beal en plus. Surtout avec Bradley Beal en plus. Malgré les problèmes de blessure de Bradley Beal, c'est une équipe qui comptera à l'Ouest. Donc, c'est un peu difficile à voir ce qu'ils pourrait nous offrir d'intéressant. Par contre, c'est aussi une équipe avec laquelle on a eu des discussions pour Kyle Kuzma. Et là, ça pourrait être intéressant. Parce que ça pourrait être une équipe qui pourrait se convaincre d'offrir pour un joueur qui a plus de potentiel offensif et qui serait le deuxième meilleur joueur à côté de Luka Doncic, assurément, qui pourrait se permettre de faire ça. Après, encore une fois, du côté de Dallas, qu'est-ce qu'on pourrait nous offrir d'intéressant? Je connais le style, la patte de notre coach. Je sais que certains joueurs à la Spencer Dinwiddie, à la Tim Hardaway-Jones ne sont absolument pas dans sa philosophie de basket. Donc, surtout Spencer Dinwiddie, il vient déjà de Washington, hein, donc j'ai pas envie de le récupérer. Surtout en plus. Et donc, je vois les joueurs de l'effectif, et on partirait sur quoi? Sur encore un tour de draft et sur un Dorian Finney-Smith. Je vous avoue que alors Dorian Finney-Smith, qui est un joueur très apprécié, qui pourrait nous permettre de faire d'autres choses, mais encore une fois, Dorian Finney-Smith, je pense que c'est un joueur qui est sublimé avec un porteur de balle qu'on n'a pas. Donc, je pense en l'état que Bradley Beal, on l'a encore pendant 1 an et demi, parce que la vraie échéance, je me permets de finir ce long monologue, je pense que c'est cet été, mais surtout l'été prochain, surtout pour nous. Ouais, effectivement, il y a l'été prochain, mais juste avant, rapidement, le troisième nom, c'est celui de Kristaps Porzingis. Est-ce que vraiment il existe un monde où Kristaps peut être échangé chez quelqu'un où il dit qu'il prendra son option ailleurs? On pense pas, a priori, il sera avec nous jusqu'à cet été. Soit il prend pas son option surprise et il sera plus avec nous, soit il prend son option et il sera avec nous. Très bien, donc même chose, pardon, Constant. Oui, non, tout à fait. Alors je vois quand même Kristaps pour vivre avec lui dans le vestiaire, etc. Je le vois souvent envoyer des textos à certains coéquipiers du côté de New York, l'air de dire ça va, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais. Je vois en conférence de presse certains appels du pied du côté de la franchise de New York. Donc je me dis attention, je me dis cet été ça peut être potentiellement un concurrent, même s'ils vont pas le signer en free agency, mais peut-être en
en trade de Kristaps Porzingis, je me dis attention, je surveille New York. Je pense pas qu'ils seront dans l'optique de le recruter directement cet été. Enfin non, juste avant la trade deadline, mais je me dis cet été, si jamais Kristaps Porzingis active sa player option, peut-être je peux trouver un partenaire du côté de New York. Effectivement, on surveillera nos amis du côté de New York qui sont assez prompts à vouloir gagner, donc peut-être dans notre esprit de reconstruction à sacrifier du futur, donc des jeunes talents ou des tours de draft pour des joueurs plus aguerris qui feraient partie de notre effectif. Donc parlons-en de cet été, c'est la dernière échéance, donc manifestement c'est là que notre projet prendra sa direction totale. Est-ce qu'il y a vraiment, tout d'abord, je vais me tourner vers vous, monsieur le coach, des profils de free agent, avant de parler d'échanges qu'on pourrait faire ici et là, des profils de free agent de cet été qui pourraient vous plaire et qui pourraient aller dans le projet qu'on vient d'évoquer jusque-là. Je sais qu'il y a le nom d'Angelo Russell notamment dans les free agents, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a un nom qui fait grâce à vos yeux? Non. Rien ne fait grâce à mes yeux. C'est-à-dire que moi, déjà, la free agency 2023 de manière globale, quand même une catastrophe absolue. En termes de qui est disponible, je pense que y a un joueur du côté de Portland qui va prendre un joli petit chèque parce que c'est peut-être le nom le plus attractif de cette free agency 2023. Non, puisque on est dans une optique de reconstruction, ou en tout cas puisque là on semble tendre vers une optique de reconstruction. Moi, je vois rien d'intéressant en termes de free agency 2023. D'autant plus que tout dépend de comment ça va se goupiller si on échange Kristaps Porzingis avant la free agency, mais je n'ai pas d'argent en plus pour signer des free agents. Donc la problématique, hormis une mid-level exception, je n'ai pas d'argent pour signer des free agents. Et il y a rien de très excitant pour moi au niveau de ce roster. Donc non, à la free agency, moi je préfère me concentrer 3 semaines avant sur la draft plutôt que de regarder qui est disponible à la free agency. Je vois que notre GM est en train de faire une dépression suite à ce constat. Comment allez-vous, monsieur GM? Ça va. On est concentré. Non, c'est un peu un sentiment d'échec pour nous, chers messieurs, parce que on remarque qu'en fait on subit. C'est vraiment le mot d'ordre de cet été, de ces prochains mois des Wizards. Ils subissent la situation en fait, et on subit ce qu'ont fait nos prédécesseurs, c'est-à-dire que notre joueur qui a joué le plus de minutes cette année, Kyle Kuzma, a son destin entre ses mains. Certes, on peut l'échanger avant la trade deadline, mais c'est plus ou moins lui qui contrôle son destin si jamais on ne l'échange pas. Kristaps Porzingis contrôle son destin, numéro 2 en termes de minutes. Joueur le plus important de l'effectif, Bradley Beal contrôle son destin totalement avec cette no trade clause. Donc en fait, on est dans une situation où on subit ce que veulent faire nos joueurs, et comme l'a très bien dit notre coach, en fait, on n'est même pas dans une situation où, malgré le fait qu'on soit une équipe qui va probablement pas jouer les playoffs, vu ce qui se passe actuellement, on n'est même pas dans on n'a même pas cette possibilité d'investir sur nos besoins. Donc c'est une situation difficile de laquelle va falloir faire des choix difficiles. Et moi j'ai très peur, cher coach et cher propriétaire, d'être dans une situation où on ne trouve pas d'offre très intéressante pour Rui Hachimura et Kyle Kuzma, on soit obligé de les garder et que faute de mieux, on soit obligé de prolonger Kyle Kuzma parce que on est devant une situation où on ne peut pas se permettre de le perdre pour rien. J'ai très peur de cette situation-là, ce qui serait un cauchemar si en plus Kristaps Porzingis venait à activer son option. Sans oublier le fait qu'on doit encore payer certaines de nos catastrophes à la draft de nos prédécesseurs. et je pense que notre coach a quelques mots à dire pour conclure là-dessus. C'est qu'il y a eu des manqués massifs du côté de nos prédécesseurs. Ah, c'est justement la relance que j'allais faire sur la draft. Vous l'avez évoqué, monsieur le coach, la draft qui peut être un salut pour certaines équipes, mais si on fait le bilan des derniers choix de draft de nos prédécesseurs, ce n'est pas reluisant. On a cité quelques-uns, notamment Avdia et Rui Hachimura. On n'a pas trouvé notre perle rare là-dedans. À nous de faire mieux, c'est ça? Ça va pas être difficile de faire pire, en tout cas. On peut faire mieux, mais je rappelle que c'est quand même une franchise qui a drafté Troy Brown Jr. en 16 lors de la draft 2018. Bon, il a des minutes avec les Lakers, mais avant ça, c'était quand même le désert complet. Et on est obligé de le mentionner. Là, ça va faire quasiment 1 heure que on fait. On tourne autour. On tourne autour. C'est qu'il va falloir parler de Johnny Davis à un moment. C'est que on est quand même dans une situation où déjà l'an dernier, tu avais fait une saison pas terrible. Bon. Et pick 10 de la draft. Pick 10, normalement, quand tu regardes l'optique, voilà, c'est un pick de loterie, c'est un pick top 10, tu te dis, bon, tu vas quand même avoir un joueur qui peut t'apporter. Bon. T'as pris Johnny Davis. C'est là où je me pose la question, et je me dis que mes prédécesseurs, quand même,
suivent la lignée de leurs autres prédécesseurs aussi, hein, Kwame Brown, etc., etc. Je me pose la question de comment est-ce possible en 2022, alors que tu disposes de toutes les vidéos, de toutes les analytiques que tu peux avoir, tu peux voir chaque match, chaque seconde d'un joueur, tu peux faire des workouts privés, des interviews. Comment c'est possible de te planter autant et comment c'est possible de te rendre compte aussi vite que tu t'es planté? Parce que Johnny Davis, il a fait la Summer League, c'était déjà une catastrophe en Summer League. Il a fait la saison régulière, il a joué moins de 15 matchs. J'ai pas le chiffre exact sous les yeux, mais il a joué moins de 15 matchs pour ses Wizards. Et à un temps de jeu famélique. Donc c'est le problème que j'ai avec ces Wizards, c'est que c'est pas possible en fait de te planter autant sur la draft parce que tu es déjà dans une difficulté au niveau de ton roster, mais si en plus tu te plantes sur tes choix de draft, bah tu vas te retrouver dans un cycle qui va durer de nombreuses années. Donc pour moi l'objectif c'est ne te plante pas à la draft, où que tu sois déjà, ne te plante pas à la draft, c'est le premier objectif. Et ensuite, en fonction de où tu termines au niveau de ta position à la fin de saison, plus la loterie, de voir ce que tu peux récupérer en joueur avec des qualités offensives. Vraiment, ne me prends pas comme tu as pu prendre un Corey Kispert en 2021, qui était un shooter off ball, qui est un joueur que j'aime bien, que je trouve intéressant si je suis coach, mais dans une équipe compétitive. Prends-moi quelqu'un, justement, règle-moi ce problème de porteur de balle que tu étais censé régler en partie avec Johnny Davis, mais où tu t'es foiré complètement. 7 matchs, 29 minutes pour la stat exacte. Voilà, je vous en prie, merci. monsieur le GM. Question que j'aurais dû poser depuis très longtemps à notre coach, mais du coup, alors, je n'ai pas encore fait mes devoirs sur la draft parce que j'ai hérité de beaucoup de situations compliquées. Vous savez, Jeff Schwartz est l'agent de Kristaps Porzingis et c'est un agent redoutable qui a entre autres comme client Russell Westbrook, Chris Middleton, Kemba Walker. Donc, allez voir les contrats signés par ces joueurs et vous imaginez Un artiste. Donc, un artiste dans sa profession. Est-ce que notre coach serait prêt à aller à la draft? Disons qu'on a échangé Kyle Kuzma dans un trade qui nous permet d'acquérir un choix de draft qui sera vraisemblablement pas élevé. Mais est-ce que notre coach serait en accord si jamais je vais chercher un porteur de balle à la draft? Est-ce que vous seriez prêt dès l'année prochaine à responsabiliser un jeune joueur à la main? On sait ce qui amène beaucoup de difficultés, qui pourrait réchauffer votre siège. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Alors tout dépend du porteur de balle que vous me donnez. C'est ça la problématique, c'est que pour suivre un petit peu en tant que coach, hein, pas que je veux tanker, attention, je suis un coach, j'essaye de gagner tous mes matchs, mais pour suivre un petit peu la draft 2023, si on reste dans notre position actuelle qui est pick 8, si je ne dis pas de bêtises, nous n'avons pas ce profil à la main. On peut avoir potentiellement, si tu as vraiment de la chance, Ozar Thompson qui peut être ce porteur de balle, mais c'est toute la difficulté de la draft 2023. Et là, je m'en réfère à mon grand consultant draft, mon ami du côté de Santa Clara, Alan Guillou, qui en parlerait bien mieux que moi. Mais c'est toute la problématique selon moi de cette draft 2023, c'est que tu as beaucoup de profils, justement à la Rui Hachimura et la Deni Avdija, tout en haut de la draft, hormis le top 2. Alors, si par un coup de chance, mon proprio voulait économiser les sous du contrat de Kyle Kuzma pour les mettre dans les poches des bonnes personnes pour me faire repartir avec un pick top 2, notamment le 2 pour drafter Scoot Anderson, là, la problématique du porteur de balle est résolue. Et dans l'optique où mon proprio reste radin et ne donne pas les montants nécessaires pour monter, je vois pas qui en l'état, alors après il reste pas mal de temps dans la saison NCAA, mais je ne vois pas qui en l'état est capable d'être ce porteur de balle que tu peux mettre titulaire à la main, hormis si tu fais un reach. Sinon, allez-y, pardon. Est-ce que monsieur le propriétaire serait prêt à faire ça? Parce que moi, s'il faut à mettre des mallettes pour la loterie, c'est ça? Pour des enveloppes froides, monsieur. Est-ce que le propriétaire serait prêt? Alors, je ne pense pas, je n'imagine pas vu le potentiel qu'on prête. Alors, je n'imagine même pas Victor Wembanyama, mais Scoot Anderson, est-ce que si jamais on tombe, disons qu'on finit vraiment mal la saison, notre choix est 7, on a un choix de Phoenix, est-ce que notre propriétaire serait prêt à ce que j'échange des joueurs, j'échange des picks des années prochaines pour monter pour ce porteur de balle? Alors, bien évidemment, si jamais l'équipe en face est prête à le faire, ce que je n'imagine pas, mais est-ce que c'est une possibilité que... Manifestement, si on fait le bilan de toute la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, ça semble assez évident que l'objectif est d'essayer de
reconstruire. Donc au maximum, si on peut avoir un très haut pic de draft avec un joueur à fort potentiel comme est présenté de ce que je vois dans les journaux télévisés, Scoot Anderson, c'est un move qu'on doit être prêt à faire au plus tôt. Et sinon, en ce qui concerne des échanges d'argent, je suis plutôt inspiré, pour répondre à mon cher coach, par mon homologue lyonnais, Monsieur Aulas, et on pourrait faire revenir les anciens, et on pourrait payer John Wall, par exemple, pour revenir et le associer une nouvelle fois à Bradley Beal. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on l'a pas assez payé la première fois. Exactement. Je crois qu'on en est arrivé au point alors qu'on sorte du jeu de rôle parce qu'on a fait à peu près le tour, messieurs. Mais juste pour conclure, on peut ressortir, voilà, des costumes. Bon, la situation, je crois qu'en résumé, elle est compliquée du côté des Wizards. En plus, le front office a l'air d'être plus parti, voilà, dans le scénario. On l'a évoqué. En fait, les joueurs ont tellement de pouvoir sur leur avenir, enfin leurs joueurs principaux, que ça a l'air d'être fataliste, j'ai envie de dire, du côté du front office des Wizards, c'est-à-dire bon ben on vit et on meurt plutôt avec cette idée-là et on va rester en tout cas bloqué pour le court terme, non? C'est ça? Je sais pas, Ben, du coup, vu que tu avais réagi. Ouais, t'es bloqué et la problématique en étant, si on l'a pas assez dit, bloqué avec les joueurs qui ont le pouvoir, c'est que si jamais tu décides de te défausser de certains de ces joueurs, tu n'auras pas le retour espéré. C'est-à-dire que Kyle Kuzma, tu le fais partir maintenant. Je veux dire, les offres que j'ai proposées à Constance, c'est des offres qui traînent sur Twitter ou que certains journalistes ont vraiment reporté. Enfin, le Jake Crowder aurait existé. Je veux dire, Jake Crowder, un tour de draft, c'est maigre pour un joueur, Kyle Kuzma, qui a un bon titulaire NBA maintenant. Porzingis, même chose. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux pas te le permettre de perdre un joueur qui fait une bonne saison, mais de l'autre, si tu le gardes, tu vas rester dans le niveau actuel. Mais si tu l'échanges, personne va donner de l'argent pour Porzingis avec une option à 36. Bradley Beal, même chose. Donc, ils sont bloqués vraiment. Et ils peuvent décider de faire une reconstruction table rase, mais ça voudrait dire vraiment échanger un paquet de joueurs qu'on peut et vraiment repartir de très bas sans avoir les assets qu'ont les autres concurrents dans cette course-là. Ouais, et puis le trade Rui Hachimura, qui est l'autre nom, pareil, il va pas t'amener, si on veut rester avec cet effectif-là, il va pas te combler ton problème, tu te récupères pas ton playmaker, on a beaucoup parlé, Constant, pas de playmaker disponible pour Rui Hachimura, en tout cas de playmaker de niveau suffisant, quoi. Non, mais en fait, la problématique des Wizards, c'est que c'est probablement de l'équipe qui est le plus dans la mouise, ou en tout cas qui a les mains le plus liées de toute la NBA, au niveau du pouvoir des joueurs. D'une part parce que les joueurs qu'ils ont récupérés, à savoir Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, ont 2 player options la même année. Ça, en soi, c'est pas toi qui les as donnés, les contrats. C'est tes prédécesseurs, les équipes que tu as récupérées. Et t'aurais pu t'offrir un peu plus de liberté en ne donnant pas une no trade clause et un contrat de 5 ans à Bradley Beal. Toute la problématique, en fait, ça fait plus d'une heure qu'on parle des Wizards, mais toute cette problématique, elle vient du fait que t'es dans la mouise parce que t'as donné une no trade clause et un contrat de 250 millions sur 5 ans à Bradley Beal. Le seul truc sur lequel on peut être d'accord, c'est que Will Barton, il sera pas là l'année prochaine. C'est le seul truc, je pense. C'est sûr. Même Montemoris, à mon avis, il y a moyen que ce soit plus là non plus. Parce que c'est des joueurs envoyés au Knicks. On verra bien, c'est la question, la question subsidiaire. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est vrai que voilà, finalement, du côté des Wizards, malheureusement pour les quelques fans, ils doivent bien exister, les quelques fans des Wizards en France et qui nous écoutent. Oui, ils doivent pas être des plus nombreux, mais forcément ils sont là. Bon, la situation, va falloir se contenter de kiffer Bradley Beal, du record de Bradley Beal et de profiter, de ce moment de joueur qui aura marqué l'histoire de cette franchise, quoi. Finalement, il reste plus que ça. Surtout, je finirai là-dessus, le truc qui est trop frustrant avec eux, c'est qu'ils sont dans la pire division de la NBA qui, à 2-3 ans, pourrait pas être vraiment meilleur. Les Hornets, c'est les Hornets, enfin, je veux dire, Lamelo, je tiens quand même ça c'est une aparté que je voulais placer depuis pas mal de temps. On avait ce bon vieux LeVar Ball qui, a quelques années, triomphalement, oui, mes gamins, je les entraînais à 5 heures du mat et tout. Il y a quand même 2 gamins qui se blessent tout le temps. Alors, c'est peut-être un hasard de bref, de calendrier. C'est le troisième qui est nul, hein. Et le troisième qui est pas bon. Et le troisième qui devrait être linebacker en CFL. Bref. Ensuite, on a le Magic qui je pense, a du potentiel à moyen terme, mais qui est pas encore prêt. Les Hawks qui ont fait tapis avec un valet et un 5. Donc c'est pas ouf. Et ensuite, on a Miami qui est super vieillissant et qui va donner 47 ou 48 millions l'année prochaine pour Kyle Lowry et Duncan Robinson en combiné. Donc en fait, il y a trop de la marge dans cette division. C'est pour ça que c'est super frustrant, c'est que tu te dis, avec des choix un peu différents il y a 2-3 ans,
sans être une équipe élite, hein, les Wizards pourraient être pas loin de la gagner, cette division-là, mais je pense pas qu'ils la gagneront parce qu'ils sont trop bloqués, tout simplement. Ça rejoint un sujet que tu avais évoqué rapidement en off, on en avait parlé, et peut-être qu'on en reparlera dans un prochain podcast, mais de ces stars de... Alors seconde zone, c'est méchant pour Bradley Beal et parce que l'autre nom qui vient dans ce genre de cas, c'est celui de Damian Lillard, mais de joueurs où quand tu arrives en deuxième partie de carrière, on va dire ça comme ça, qui a eu le potentiel d'être des top joueurs NBA, mais on sait pas trop si tu récompenses entre guillemets la fidélité. C'est des joueurs qui t'obligent à être un minimum compétitif. En fait, ils sont trop forts pour que tu sois vraiment nul et que tu puisses tout balancer, et en même temps, ils sont pas assez forts pour justifier voilà des contrats aussi mirobolants qui te bloquent, d'autant plus avec une no trade clause quoi finalement. Ouais, donc, non, mais si on peut retenir une chose de ces Wizards, c'est un truc que je dis souvent. Mieux vaut être très mauvais que médiocre. Il y a un moment où je préfère être dans une situation comme les Spurs ou même les Rockets, très honnêtement, où tu vas finir 14e ou 15e de ta conférence, mais par contre à la draft, tu as une vraie possibilité soit de récupérer Victor, soit de récupérer Scoot, soit de récupérer un Amen Thompson, plutôt que les Wizards où ils sont englués dans une situation où ils peuvent pas se débarrasser de leur star parce qu'ils l'ont payé trop cher, ils peuvent pas descendre tout en bas parce qu'ils ont Bradley Beal et parce qu'ils ont des joueurs qui vont leur permettre de gagner quelques matchs, ils peuvent pas viser plus haut. Ouais, après c'est surtout parce qu'ils ont en plus voilà des verrous ici et là qui sont un peu plus violents que quand tu as des situations, parce que d'équipes middle type Indiana, on en a souvent parlé, même si là c'est un peu différent depuis le trade de l'année dernière, mais voilà, qui sont des équipes qui sont pas bloquées, c'est juste qui sont raisonnables dans leur ambition, qui veulent pas qui visent pas très haut ni très très bas quoi. C'est qu'en fait le proprio, t'as donné son nom, Ted Leonis, c'est un conglomérat à Washington en fait, son objectif. Oui, il veut racheter toutes les équipes de Washington. C'est ça en fait. Et du coup, quand t'es dans cette logique-là, soit t'as des fonds illimités, soit t'es dans une gestion où tu vivotes avec les systèmes de redistribution des différentes franchises. En fait, c'est ça. Et on avait dit, quand on avait déjà parlé du contrat de Bradley Beal l'été dernier, c'est dans son moule en fait de donner beaucoup d'argent au mec qui a été fidèle et tout. C'est ce qu'il a fait du côté de la NHL. C'est un mec qui, quand il y avait eu l'AFL en football américain, avait voulu une franchise. C'est un mec qui veut un conglomérat à Washington en fait. C'est très simple. Et du coup, ça ne je rappelle l'exemple notamment à un moment des Saints en football américain qui avaient les mêmes propriétaires que les Pélicans. C'est mauvais signe quand une même personne a plusieurs franchises dans des sports différents en fait, parce que l'attention est divisée et du coup c'est rarement des franchises où il y a un niveau d'ambition. Oui, Adrien. Les fans de Philly peuvent en témoigner aussi, hein, parce que les Glazers c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est pas bon signe à Chicago. Donc non mais de toute façon, c'est la règle première pour avoir du succès en NBA. Faut que ton proprio te donne les moyens d'avoir du succès. Et si ton proprio est pas dans cette optique d'avoir du succès, tu n'arriveras à rien. Et quand son attention est divisée, ça marche pas. Ça nous fait une belle conclusion. En plus, c'est un jeu qui peut revenir régulièrement. C'était deux genres de phrases qu'on pouvait entendre aussi avec le succès pour le coup des Warriors dernièrement. Donc voilà qui conclut notre podcast du jour. Podcast un peu plus long, 1h12, 1h15 autour de ce cas pratique des Wizards qui est assez intéressant, qui illustre pas mal de choses dont on reparlera peut-être justement avec la trade deadline, avec l'été prochain. Bon, j'ai envie de dire on l'espère pour eux, je sais même plus. En tout cas, voilà pour le podcast du jour, ce format un peu roleplay qui sera amené probablement à revenir. Dites-nous d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Ouais, celui-là, il était vraiment pas évident. Puis en plus, il y a moins de projections par rapport, si on peut rappeler celui Onyx, on pouvait essayer des théories. Là, bon, les théories sont vite limitées. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être des idées, des portes de sortie auxquelles on n'a pas pensé sur Twitter, dans les commentaires YouTube, bien sûr, ça aide pour le référencement sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Également, maintenant, on est des vrais YouTubeurs, hein. Donc n'hésitez pas. Le like, tout ça, c'est quoi suivez la cloche, exactement tout ça. Mais bon, bref, principalement. La cloche. La cloche. Suivez la cloche, ça fait berger, ça c'est vraiment suivez la cloche. Mais suivez les cloches. Il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont activé, j'ai vu les stats, donc merci, on vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci aux fidèles également sur les plateformes de podcast comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Dunk Hebdo. Salut les gars. On fait comme ça. Salut. Salut.